Je remercie Nathalie Gahn de nous présenter un point sur l'état actuel des traitements dans le carcinome hépatocellulaire avancé. Bonjour à tous, je remercie le CREC pour son invitation et je regrette de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui pour ces journées scientifiques. Pour cette présentation concernant les données actualisées des traitements du carcinome hépatocellulaire avancé, je vous propose l'agenda suivant. D'abord de définir le carcinome hépatocellulaire avancé, de préciser la place qui certes est restreinte mais qui néanmoins existe du traitement chirurgical dans ces formes avancées, et ensuite de présenter les dernières données concernant les traitements par radioembolisation ou les traitements systémiques de ces formes avancées. La définition du CHC avancé est consensuelle. Il s'agit d'une tumeur non accessible à un traitement à visée curative, ceci du fait de la présence d'une extension vasculaire macroscopique dans le système porte et ou de la présence de localisation extrahépatique. Élément important, quand on se pose la question du traitement d'une tumeur avancée, il faut rechercher deux conditions indispensables au traitement. Premièrement, avoir un état général du patient qui est conservé avec un index performance statut au maximum à 2, et d'autre part, que la fonction hépatique soit préservée avec un score de Child-Pugh 1 et idéalement l'absence d'acide. La classification de BCLC indique que pour ces formes avancées, le traitement repose sur les médicaments systémiques, qui certes sont de plus en plus nombreux depuis quelques années, mais c'est encore une stratégie qui est un petit peu restrictive. Dans la vraie vie, outre les traitements systémiques, les patients peuvent être éligibles éventuellement à une résection palliative ou à une radioembolisation. Rapidement sur la chirurgie palliative des CHC avancés avec thrombose portale, tumorale, deux diapositives, deux études. La première, cette étude japonaise publiée en 2007 dans JHEPATOL sur plus de 6000 patients atteints de CHC sur cirrhose. Lorsqu'on apparie les patients Child-Pugh A par un score de proportion, eh bien, la résection palliative est assortie d'une meilleure survie que les patients qui reçoivent un traitement conventionnel. Lorsqu'on regarde en analyse de sous-groupe, le bénéfice semble plus important pour les patients qui ont une atteinte tumorale portale non tronculaire. Et en analyse multivariée, les paramètres qui sont indépendamment associés à la survie sont la résection et l'absence de thrombose tumorale tronculaire. Donc cette étude permet de conclure que tant que l'invasion vasculaire est limitée aux premières branches de division portale et respecte le tronc lui-même, la résection est associée à une survie plus longue que les traitements conservateurs. Les résultats précédents sont étayés par cette méta-analyse très récemment publiée qui confirme le bénéfice de survie chez les patients atteints de CHC avec envahissement portal opéré par rapport à ceux qui reçoivent un traitement médical. En pratique, la proportion des patients éligibles à une chirurgie palliative est très faible et le clinicien est surtout confronté à des patients atteints de CHC avancé non résécable. Lorsque ces patients ont une fonction hépatique et un état général qui est conservé, le choix thérapeutique se porte soit sur la radioembolisation, soit sur les traitements systémiques. Le choix thérapeutique doit se faire en réunion de concertation pluridisciplinaire afin de privilégier l'option thérapeutique optimale. Donc pour cela, bien sûr, il faut prendre en compte l'extension tumorale initiale, l'état général, la fonction hépatique de l'hépatopathie sous-jacente, mais aussi quelques paramètres additionnels, comme par exemple la cinétique d'évolution de l'alpha-fétoprotéine, l'aspect hypervascularisé ou non de la tumeur principale. Dans tous les cas, il faut garder pour objectif prioritaire 1. D'offrir la stratégie longitudinale multidisciplinaire la plus adaptée, 2. De contrôler la maladie tumorale dans la durée et sur tous ses sites, intrahépatique et extrahépatique, et aspect très important, de surveiller la tolérance et surtout de ne pas dégrader la fonction hépatique de façon à pouvoir se préserver des possibilités thérapeutiques de ligne ultérieure.
Quelle est la place de la radioembolisation dans le traitement du CHC avancé? À ce jour, 4 essais randomisés de phase 3 n'ont pas montré de bénéfice de survie de la radioembolisation seule ou en combinaison avec le sorafenib par rapport au bras contrôle par sorafenib seul. Néanmoins, l'essai français SARA a montré un bénéfice en termes de qualité de vie. Le ASL en 2018 plaçait assez modestement la radioembolisation. En dépit de ces recommandations et des essais négatifs, la commission de transparence de la Haute Autorité de Santé a rendu un avis favorable pour le remboursement de la radioembolisation avec Therasfer dans les CHC avec thrombose de la veine porte chez des patients en bon état général, ECOG 0 ou 1, avec cirrhose compensée de Child-Pugh A, inéligible ou après échec du sorafenib, et les autorités estimaient le volume total de patients à traiter de 1100 par an, c'est-à-dire environ 10% des carcinomes hépatocellulaires. L'EASL, lorsqu'elle a rendu son avis d'efficacité assez modeste des niveaux de preuve pour la radioembolisation, a suggéré la nécessité de déterminer des sous-groupes de patients pouvant tirer un bénéfice de cette procédure. Des travaux récents suggèrent que la dosimétrie est un élément essentiel. Et on peut effectivement assez facilement concevoir que le patient de la ligne supérieure ou qui a une délivrance importante de particules d'yttrium aura probablement un bénéfice supérieur par rapport au patient qui ne recevrait que des doses partielles d'yttrium. On dispose maintenant de résultats objectifs sur la dosimétrie. Alors, une étude qui a été publiée uniquement sous forme de communication orale ou affichée dans des congrès, c'est l'étude post-hoc de Valérie Villegrain sur la cohorte SARA, qui montre que les patients qui ont reçu une dose d'yttrium 90 supérieure à 100 Gray ont une survie très significativement augmentée par rapport aux patients qui n'ont pas reçu cette dose de 100 Gray, avec un delta de survie de 8 mois. Et ces résultats sont entérinés par l'étude Dosisphère qui vient d'être publiée dans Lancet Gastroentérologie et Pathologie, qui, dans un effectif de patients assez limité, 48 patients, confirme effectivement que la médiane de survie des patients ayant reçu plus de 200 Gray est à 26,6 mois versus 7,1 mois chez les patients qui ont reçu moins de 205 Gray. Méfiance néanmoins, cette étude est une étude de phase 2 dont l'objectif était un objectif d'efficacité tumorale et la survie n'était qu'un objectif secondaire. Donc il faut rester prudent sur ces données qui sont encore fragiles et préliminaires. Néanmoins, ces résultats sont intéressants et suggèrent que la survie globale est effectivement significativement améliorée avec l'augmentation de la dose tumorale absorbée. Quels sont les critères de choix entre radioembolisation et traitement systémique ? Ils sont assez nombreux. D'abord des critères topographiques. Les radiologues interventionnels sont plus enclins à une radioembolisation lorsque la tumeur est unilobaire. Ensuite, s'agissant d'un traitement local, eh bien, l'existence de métastases extra-hépatiques n'est pas une bonne indication à la radioembolisation, contrairement au traitement systémique. Dans les deux cas, la fonction hépatique doit être bonne et bien préservée. Et des critères techniques sont tout à fait essentiels. Donc on connaissait déjà l'existence de shunt pulmonaire, d'un ciblage incomplet ou d'une épargne paranchymateuse inférieure à 30% qui étaient des contre-indications à la radioembolisation. Et on peut rajouter maintenant en plus la dosimétrie inférieure à 100 ou 200 Gray, le seuil précis reste à déterminer. En ce qui concerne les traitements systémiques, l'arsenal thérapeutique s'est bien étoffé depuis quelques années et à ce jour, 8 drogues efficaces sont disponibles en théorie, 5 antityrosine kinases figurées en rouge, sorafenib ou nexavar, lenvatinib ou Lenvima, regorafenib ou Stivarga, cabozantinib ou Cabometyx et ramucirumab ou Cyramza, et 3 immunothérapies que sont nivolumab et pembrolizumab qui ont des autorisations uniquement aux États-Unis,
et l'atezolizumab combiné à un anti-angiogénique qui est le bevacizumab, qui a une autorisation temporaire d'utilisation en France. Le ASL en 2018 avait déjà très bien positionné les traitements systémiques. En l'occurrence, à cette époque, seuls les traitements par TKI avaient fait la preuve de leur efficacité, et l'immunothérapie était encore plus balbutiante, donc le nivolumab était moins bien positionné que les TKI. L'ILCA, qui s'est tenu en septembre dernier, a positionné la combinaison atezolizumab plus bevacizumab en première ligne comme premier choix, avec en alternative chez les patients qui auraient par exemple une contre-indication à l'immunothérapie, un traitement par antityrosine kinase comme sorafenib ou lenvatinib. Malgré l'approbation des inhibiteurs de tyrosine kinase comme traitement standard du CHC avancé, il restait un important besoin médical non couvert pour cette maladie. Des études de phase 1-2 avec l'immunothérapie ont montré des résultats intéressants, mais la plupart des études de phase 3 en première ligne s'étaient avérées jusqu'à présent négatives. L'inhibition de l'angiogénèse associée à l'immunothérapie, c'est une approche logique dans le CHC, à l'instar d'autres tumeurs hypervasculaires. Et il avait été émis l'hypothèse qu'un blocage de l'effet immunosuppressif lié au VEGF améliorerait l'action de l'atezolizumab sur la réponse de l'immunité antitumorale. Donc après des résultats assez intéressants dans une étude de phase 1B, c'est multicentrique, IMBREV 150 a mis en évidence le bénéfice de la combinaison atezolizumab-bevacizumab par rapport au bras contrôle recevant le standard of care qui est donc le sorafenib à la posologie de 800 mg par jour. Donc les patients avaient un CHC localement avancé ou métastatique, n'avaient jamais reçu de traitement systémique antérieur. Ils ont été stratifiés en fonction de leur région d'origine, de leur performance statut 0 ou 1, de l'existence ou non d'une invasion macrovasculaire ou extra-hépatique, et sur le taux sérique basal d'alpha-fétoprotéine. La randomisation a été déséquilibrée. 2 patients sur 3 ont été randomisés dans le bras atezolizumab avec une perfusion d'un 1200 mg par injection toutes les 3 semaines par voie intraveineuse, et bevacizumab 15 mg par kilo et par injection toutes les 3 semaines également. Le bras contrôle étant constitué de patients qui recevaient le sorafenib à la posologie habituelle de 400 mg par jour. Donc le co-critère de jugement principal était la survie globale et la survie sans progression. À la date d'analyse, la médiane de survie pour le bras atezo-beva n'était pas encore atteinte, et celle pour le bras sorafenib était de 13 mois, avec une différence statistiquement significative entre les deux. Et en ce qui concerne la survie sans progression, il existait aussi un bénéfice en faveur de la combinaison atezolizumab-bevacizumab, avec une différence de médiane de survie sans progression d'un peu plus de 2 mois entre les deux groupes de traitement. En ce qui concerne l'efficacité, comme pour tous les essais d'immunothérapie, une réponse objective, partielle ou complète était observée chez 28% des patients, et avec une différence au bénéfice de la combinaison thérapeutique atezolizumab-bevacizumab. De plus, les patients dont la combinaison thérapeutique atezo-beva avait une qualité de vie qui était supérieure à ceux du bras contrôle. En termes de prévalence des effets secondaires, la prévalence était globalement similaire pour les effets de 2 et 3 dans les deux groupes, mais le type d'effets secondaires était différent entre les deux bras de traitement. Donc en cas de contre-indication à l'immunothérapie, l'alternative est un traitement systémique par antityrosine kinase. En pratique en France, le sorafenib, puisque le lenvatinib n'a pas été retenu par la commission de transparence et qu'il y a encore des discussions sur la fixation du prix. Et en deuxième ligne, lorsque le traitement de première ligne a été une antityrosine kinase,
Maintenant, c'est bien documenté dans la littérature et on peut avoir recours au régorafénib, au cabozantinib ou au ramucirumab qui, malheureusement, n'est pas disponible en France et qui ne concerne dans ces cas-là que les patients avec alpha-fétoprotéine augmentée. Avant de conclure, voici les recommandations de l'ILCA pour les traitements de seconde ligne, donc très bien déterminés et bien étayés avec des hauts niveaux de preuve pour les patients qui auraient commencé leur traitement en première ligne avec le sorafénib et des données beaucoup plus fragiles à consolider, qui avec un niveau de preuve qui est extrêmement faible pour savoir quels sont les traitements de deuxième ligne opportuns chez un patient qui aurait eu de la tezolizumab en première ligne avec le bevacizumab et qui serait en échec de ces traitements-là ou intolérant. Et pareil, des données très fragiles à consolider pour les patients qui auraient eu du lenvatinib en première intention. Donc en conclusion, le traitement du CHC avancé non résécable ne s'envisage que chez des patients en état général conservé avec une bonne fonction hépatique, CHALPUG-A et sans acide. Chez ces patients, le choix va se discuter entre radioembolisation avec dosimétrie personnalisée ou traitement systémique. Et schématiquement, les tumeurs localement avancées sans métastase extrahépatique seront peut-être des meilleurs candidats à la radioembolisation, surtout si le workup montre qu'on peut délivrer une dose supérieure à 200 Gray, 100 ou 200 Gray. Et en revanche, chez les patients qui auraient une tumeur qui serait plus diffuse avec une extension aux deux lobes hépatiques et ou des métastases extrahépatiques, eh bien le traitement systémique est probablement la meilleure approche. Et en première intention, en l'absence de contre-indication, le recours est celui de la tezolizumab et du bevacizumab. Je vous remercie. Merci beaucoup Nathalie pour ce tour d'horizon qui est bien nécessaire parce que franchement les choses bougent dans ce domaine-là. J'avais juste rapidement une question sur la radioembolisation. Je ne sais pas si Nathalie est connectée. Ah si, bonsoir, bonjour. Et merci d'être avec nous encore. Concernant la radioembolisation, ce sont des choses quand même qui sont très sophistiquées. Est-ce qu'il y a beaucoup de centres en France qui peuvent proposer ces traitements ? Non, il n'y en a pas beaucoup, mais parce qu'il fait effectivement une plateforme de médecine nucléaire, donc il n'y en a pas beaucoup, mais je pense que dans chaque CHU, il y a une plateforme de radioembolisation, et je pense que c'est important de proposer cette thérapeutique pour des patients qui auraient une grosse tumeur unilobaire, avec une extension vasculaire, parce qu'en qualité de vie, je pense que les gens peuvent gagner si effectivement on arrive à leur délivrer une dose intratumorale importante. Donc je ne peux pas répondre précisément à ta question, je ne sais pas combien il y a de centres, mais je pense que dans chaque CHU, il y a une possibilité de radioembolisation. Pierre. Oui, bonjour, merci. Moi je voulais revenir sur la grosse information de cette année, c'est-à-dire l'immunothérapie avec l'association Atezo-Beva. Je voulais vous poser deux questions. Savoir, est-ce qu'on est toujours en ATU ou est-ce qu'il y a l'AMM ? J'ai cru comprendre qu'il y avait une AMM récente. Première question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le schéma de soins ? Qu'est-ce qu'on dit à nos patients ? Ils vont revenir tous les combien ? C'est des perfusions, peut-être pas les doses, mais quel est le schéma de soins ? Et puis, troisièmement, est-ce que ça ne vous gêne pas finalement le sorafénib ? On pouvait le prescrire finalement et on va confier nos patients complètement maintenant à l'oncologue. Est-ce que ça ne vous gêne pas tout ça ? Alors, premièrement, il y a une AMM qui est annoncée, mais en pratique, on est toujours dans des dossiers d'ATU et pour les initiations, on est toujours sur de l'ATU. On a été confronté à un problème, c'est que ces ATU sont réservés aux patients qui sont naïfs de tout traitement systémique antérieur. Donc, on ne peut pas prétendre donner ces traitements, pour l'instant, dans le cadre de l'ATU, à des patients qui sont en échec du sorafénib en première ligne, par exemple. Donc, moi, dans mon institution, on a une discussion avec la direction qui nous a accordé un budget spécial pour des patients triés sur le volet qui auraient effectivement des indications de deuxième ligne. Alors ensuite, sur les modalités de traitement, donc c'est des perfusions toutes les 3 semaines. La tezo, c'est une dose fixe, c'est 1200 mg, et c'est le bevacizumab qui est adapté au poids du patient. Ça nécessite bien sûr d'avoir un bilan biologique quelques jours avant, de façon à pouvoir faire la prescription sur vos logiciels de chimio. Et ce qu'on fait en pratique, nous, c'est qu'on évalue les patients avant la 4e cure.
Alors, effectivement, on a un souci en France parce que simplement 30% des hépatogastroentérologues, ont la compétence d'oncologue. Donc ça, c'est un problème, mais on avait déjà le même problème pour le sorafenib. Donc c'était peut-être moins visible, mais on avait déjà ce problème-là pour le sorafenib. Donc je pense qu'il faut que largement tous, on essaye d'acquérir notre compétence en oncologie. Et il y a des dispositifs qui ont été mis en place il y a 4-5 ans maintenant, qui sont des dispositifs de validation des acquis de l'expérience professionnelle. Et donc, c'est un dossier à monter et il y a une audition ensuite par un consortium d'oncologues. Je pense que c'est très important que les gens de notre génération, en tous les cas, parce que les jeunes, ils peuvent effectivement faire la FST maintenant, même si le contingent est très restreint. Mais je pense que c'est très important qu'on essaye massivement d'obtenir nos validations par acquis de l'expérience professionnelle. Merci Nathalie. Une question supplémentaire concernant la biopsie des tumeurs. Oui, mais qui était en attente, notamment par rapport à l'utilisation de ces nouveaux médicaments. Les données histologiques qu'on pourra obtenir, est-ce qu'elles sont d'emblée pratico-pratiques? C'est-à-dire, est-ce que d'emblée, elles vous font modifier l'attitude de choix des molécules? Non, parce que pour l'instant, il n'y a absolument aucun facteur prédictif de l'efficacité de l'immunothérapie, en particulier la richesse de l'infiltration inflammatoire, l'expression en immunohistochimie de PD1 ou PDL1. Il n'y a aucun marqueur prédictif actuellement. On a évoqué l'influence pronostique du marquage à la bêta-caténine, mais c'est très préliminaire. Donc en pratique, il n'y a pas d'application sur le choix des molécules en ce moment. Une question J'ai une petite question, si vous m'entendez. Solange, bien sûr. Alors, merci Nathalie pour cet exposé qui est très clair, très détaillé. Donc, je fais un peu pour rebondir aussi sur la question de la biopsie qui, a priori, va quand même devenir incontournable pour nos patients combinant des CHC. Si cette biopsie est faite en amont d'une RCP, est-ce qu'il y a des modalités techniques qu'il faut respecter pour éviter, par exemple, qu'il y ait une deuxième biopsie après, quand le patient, il n'y a pas de congélation à prévoir ou de choses comme ça? Alors, c'est toujours mieux, si on peut faire de la congélation, c'est toujours mieux, mais ça c'est clair et net. Si on veut faire après de la biologie moléculaire, on imagine quand même que c'est comme ça pour le cholangiocarcinome maintenant, et on va pouvoir faire de la theranostique pour le cholangiocarcinome, parce qu'il y a des drogues qui sont très efficaces, les inhibiteurs d'IDH1, les inhibiteurs de fusion, et donc on a cette expression dans à peu près 30% des cholangiocarcinomes, et on va pouvoir maintenant faire de la theranostique sur le cholangiocarcinome, avec des applications qui ne sont pas encore forcément développées en immunohistochimie. Donc si on peut faire de la congélation, c'est franchement idéal, parce qu'il faut se préserver effectivement, enfin se garantir les évolutions thérapeutiques à venir qui sont quand même très nombreuses. Donc si c'est possible, c'est beaucoup mieux, bien sûr. Encore la place pour une question. L'âge des patients, est-ce qu'on a de plus en plus de CHC chez des patients qui ont un certain âge maintenant? Est-ce que ça impacte le choix des thérapeutiques? Et tu peux nous rappeler également les contre-indications à l'immunothérapie? Alors, l'âge des patients, d'abord l'âge médian du carcinome hépatocellulaire, il est élevé, c'est 69 ans l'âge médian. Donc, effectivement, on va s'adresser à une population qui est âgée. Ensuite, c'est pas l'âge civil qui compte, c'est l'âge physiologique. Et donc, je pense qu'on peut aller très loin chez des patients qui ont un bon état général et qui ont un âge physiologique qui est inférieur à leur âge civil. Donc en pratique, je crois qu'il y a de plus en plus, maintenant la transplantation va jusqu'à 70 ans, on arrive à transplanter des patients jusqu'à 70 ans, quelques équipes ont même des expériences un peu anecdotiques au-delà. La résection, nos chirurgiens vont très volontiers jusqu'à 75 et parfois ils font quelques exceptions, ils vont un peu plus loin. Puis pour la radiofréquence, maintenant on a des patients en bon état général et avec un âge physiologique qui est inférieur à leur âge civil, qui vont à la radiofréquence jusqu'à 80, 85 ans. Donc je crois que l'âge, c'est vraiment une affaire de physiologie.
En ce qui concerne les contre-indications à l'immunothérapie, eh bien, c'est les maladies dysimmunitaires. Donc, effectivement, si votre patient a un lupus, si votre patient a une hépatite auto-immune, si votre patient a une cholangite sclérosante ou une cirrhose biliaire primitive, ça va être un petit peu plus compliqué. Est-ce que c'est une contre-indication absolue? Je pense que si on a le lupus, c'est une vraie maladie auto-immune, oui. Si on a une hépatite auto-immune, si elle est bien contrôlée, on a des moyens il y a un papier qui a montré qu'il y avait plus d'effets secondaires, mais que ces effets secondaires étaient néanmoins gérables et qu'ils n'étaient pas 100% d'effets secondaires. Donc voilà les principales contre-indications au traitement. Merci beaucoup Nathalie, on est obligé d'interrompre ça. On te remercie d'avoir participé à ce forum, on te rend à ta consultation. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée, bonne fin de congrès. Merci. Au revoir.